Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information en ligne pour le projet de raccordement de la future centrale TGV située à Manage au poste haute tension Elia qui se situe à Courcelles. Je suis Mélanie Laroche, je suis en charge de certains projets pour la partie communication en Wallonie et ce soir je m'occuperai de la modération de cette session d'information. J'en profite pour vous présenter mes collègues. Vous avez Christian Keremans, qui est responsable de tout ce qui est obtention du permis et des autorisations nécessaires. Vous avez également Laurent Beguin, donc, qui est responsable de toute la partie infrastructure en tant que telle. Et nous avons également Jürgen Salut, qui lui s'occupera vraiment de la partie concrète du chantier et donc qui est expert câble. Alors, avant de commencer cette session d'information, je voudrais revenir sur le cadre de celle-ci. Donc, il s'agit d'une session d'information en ligne, étant donné que la situation sanitaire ne nous permet pas de tous nous réunir. Il s'agit aussi d'une session d'information qui est faite en dehors de tout cadre légal. Donc, la procédure, on y reviendra par la suite, ne nécessite pas qu'on fasse une session d'information pour les riverains. Néanmoins, on sait que la centrale a fait l'objet de nombreuses questions et donc pour nous, il était vraiment important qu'on puisse refaire le point sur le projet vraiment de raccordement. Donc on verra tout à l'heure, c'est vraiment le câble qui relie la centrale au poste haute tension Elia, donc à Courcelles. Et donc l'objectif ici, c'est vraiment de vous présenter le projet avant d'introduire la demande de permis d'urbanisme et que vous puissiez aussi poser l'ensemble de vos questions. Donc, comme vous l'aurez compris, il y aura en fait deux parties à cette session d'information. La première, ce sera vraiment une présentation du projet en tant que tel, donc son tracé, la procédure, également les impacts chantiers. Ensuite, on aura une deuxième partie qui sera une partie de questions-réponses. Pour la partie questions-réponses, à votre droite, à la droite de votre écran, vous avez une fenêtre de discussion, une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez écrire l'ensemble de vos questions, et ça tout au long de la présentation. Nous, du côté de la régie, on a des équipes qui vont regrouper l'ensemble de vos questions, qui vont les regrouper par thème, les synthétiser, et ainsi, à la fin de la présentation, on va pouvoir revenir sur l'ensemble de vos questions qui auront été regroupées par thème. Alors, si jamais il y a des questions qui sont vraiment très précises et qui relèvent d'une situation personnelle, à ce moment-là, ce qu'on vous propose, c'est de laisser l'ensemble de vos coordonnées et comme ça, on pourra vous rappeler dans les prochains jours. Si vous avez des questions à la suite de cette session d'information, que ce soit demain, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, sachez qu'on a toujours un numéro vert gratuit, donc c'est le 0800 18 002, ainsi qu'une adresse mail donc, qui est riverain@elia.be. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect pratico-pratique. Alors, certainement que vous avez peut-être encore des questions sur la centrale en elle-même. Ça, on va vous renvoyer vers les coordonnées donc, de Ballywind, qui est la filiale d'Eneco. Et donc, vous voyez ici affiché à l'écran l'ensemble des coordonnées, des outils qui sont mis à votre disposition vraiment pour la partie centrale TGV donc, de Ballywind. Alors, un dernier petit point avant de passer à l'ordre du jour. On est bien conscient que donc, certaines communes sont aussi potentiellement concernées par d'autres projets d'infrastructure d'Elia. C'est notamment le cas de la boucle du Hainaut. Et donc, si vous avez des questions spécifiquement liées à la boucle du Hainaut, on a aussi des outils à disposition. Alors, le numéro de téléphone qui est le même, c'est le 0800 18 002, mais aussi une adresse mail qui est spécifiquement dédiée au projet Boucle du Hainaut. Et donc, c'est boucleduhainaut@elia.be. Donc, pour toutes les questions vraiment destinées à ce projet-là, alors on vous invite aussi à envoyer vos questions sur ces canaux-là pour que l'équipe qui s'occupe de ce projet puisse vous répondre de la manière la plus précise possible. On va maintenant passer donc à l'ordre du jour. On va revenir un petit peu sur qui est Elia, qu'est-ce que c'est un gestionnaire de réseau de transport en électricité, pour ensuite rentrer dans le vif du sujet de la présentation du projet de raccordement. On fera également ensuite un point sur la communication et les outils qu'on mettra à votre disposition pour que vous puissiez avoir l'ensemble des réponses à vos questions et recevoir les informations sur l'évolution du projet. Et puis ensuite, on passera à la partie questions-réponses. Alors maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Laurent qui va vous expliquer qui est Elia. Bonsoir.
Donc, qui est Elia? Elia est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique. Ce réseau de transport permet de transporter l'électricité d'une part des points de production vers à la fois les clients industriels et les réseaux de distribution qui eux-mêmes acheminent cette électricité vers l'ensemble des consommateurs et les différents particuliers. Le réseau permet aussi d'exporter et d'importer l'électricité depuis les pays voisins via les interconnexions. Alors concrètement, ce réseau, en quelques chiffres, est composé d'un peu plus de 8800 km de liaison à haute tension. Cette tension peut varier de 30 000 à 400 000 volts et on a environ un peu plus de 800 postes haute tension sur l'ensemble du réseau. Tout ceci permet d'alimenter l'ensemble de la population belge. Et comme Elia est conscient d'avoir un impact sur son environnement, on a également installé plus ou moins 550 hectares de corridors écologiques et un peu plus de 40 km de balisage avifaune pour faciliter cette intégration. Voilà, donc pour maintenir l'ensemble de cette infrastructure et la développer, Elia gère plus ou moins 800 projets d'aménagement du réseau. Il y a plusieurs clusters qui ont été identifiés, donc les travaux sur les interconnexions, l'intégration des énergies renouvelables, les projets qui visent à améliorer la fiabilité, la performance du réseau, mais aussi, et c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, le raccordement des clients industriels et des unités de production. Voilà, donc le contexte de ce raccordement-ci, puisqu'il s'agit du raccordement de la centrale de la société Ballywind, c'est le cadre du CRM. Donc il y a un mécanisme de rémunération pour la mise à disposition de capacités de production qui prévoit actuellement une enchère en octobre de cette année. Donc c'est dans ce contexte-ci que Elia a été mandaté par la société Ballywind pour prévoir le raccordement de son unité de production au réseau à haute tension Elia au poste de Courcelles. Concrètement, cette liaison de raccordement, c'est une double liaison 380 000 volts, d'une capacité de transport de 870 MW et d'un peu plus de 10 km. Et je vais passer à la... Alors maintenant, on va passer donc à la présentation du projet en tant que tel. Donc je vais passer la parole à Christian Keremans qui va vous expliquer le tracé et la procédure du projet. Mais bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter le tracé. Alors le tracé que je vous présente ce soir, c'est le tracé qui a fait l'objet d'une longue étude et qui vise à raccorder donc effectivement une centrale de production d'électricité qui se trouvera donc sur le territoire de la ville de Manage. Donc elle se trouve à gauche sur la diapositive. Et puis donc nous devons trouver un tracé pour raccorder cette centrale, qu'elle puisse injecter son électricité dans le réseau au niveau du poste de Courcelles, tout à fait à droite. Alors, donc le tracé est ici représenté avec le tracé donc en rouge sur la diapositive. On l'a dit, donc c'est un tracé de 11 km de long. C'est un tracé souterrain, donc c'est une liaison souterraine et elle concerne le territoire de 4 communes. Donc la centrale est basée à Manage. Ensuite, on est dans le zoning et dans une partie du village de Senef. Ensuite, on passe à Courcelles. On passe également à proximité de Pont-à-Celle. Et puis, on revient sur le poste de Courcelles. Alors, quand on voit le tracé de manière schématique comme celui-là, au départ, on voit immédiatement qu'entre le tracé rouge, en dessous, donc au sud, on a le canal. On a le canal donc Bruxelles-Charleroi qui forme une infrastructure principale. Une autre infrastructure principale, c'est les grands axes de circulation tels que la nationale 59 et plus bas encore l'autoroute de Wallonie, la E42. Ceci est important dans le cadre des alternatives que nous avons étudiées dans le cadre de ce projet. Alors ici, vous avez de manière schématique le plan, c'est ce que nous venons de voir, et ici vous avez une photo prise
entre les deux points, une photo aérienne. Nous allons voir donc maintenant de manière animée quel est le tracé rue par rue entre les deux points. Donc, voilà. Donc là, on a un zoom sur la centrale, l'endroit de la centrale Ballywind. Elle se trouvera donc dans le carré d'herbe verte qui se trouve là. Elle va longer le parking de la société CAT. Donc c'est une société qui entrepose des véhicules. Voilà. On passe donc par un bout de la rue Becquerel. Ensuite, on va rentrer dans la rue Alfred Nobel, qui donc fait rentrer la liaison à l'intérieur des voiries du zoning industriel de Senef. Au bout de cette rue Alfred Nobel, on tourne à droite et on prend la rue Jules Bordet. Et là, on voit déjà immédiatement qu'il y a plusieurs entreprises qui sont basées. Bien évidemment, dans le cadre de l'exécution du chantier, on aura évidemment des accès à préserver de façon à ce que chacune des entreprises puisse avoir accès pendant l'exécution du chantier. Ensuite, on continue et on va aller en direction du canal que l'on voit déjà au-dessus de la diapositive par la rue Charles Richet. Juste avant le canal, on peut voir que la canalisation, que la tranchée se divise en deux parties. Voilà. Et ça, c'est un mode d'installation de la tranchée qui diffère par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc jusqu'ici, on était en tranchée ouverte. Donc on fait une tranchée de 2 mètres de large et on pose les deux liaisons à l'intérieur. Une fois qu'on doit passer un canal, on est en forage dirigé et donc forcément, comme on est en dessous du sol, on est obligé d'écarter les deux liaisons qui se trouvent donc dans la tranchée de part et d'autre. On va continuer. Et donc là, on arrive au quartier près de la rue du Pont de l'Origine. Donc on est toujours sur Senef. Alors on avait à cet endroit-là deux possibilités. Soit on allait vers la rue du Pont de l'Origine en passant par le quartier habité. Et ici, on a choisi l'option de passer au travers de la prairie de façon à aller en direction du canal historique que l'on voit un peu plus loin. Donc on traverse la prairie au fin de rejoindre directement la rue du Rossignol. Et donc on passe à nouveau en forage dirigé, cette fois en dessous du canal historique. Et puis on va remonter la rue du Rossignol, non pas par l'intérieur de la rue elle-même, mais sur les bas-côtés, donc dans les champs, au nord de la rue du Rossignol. Jusqu'à l'endroit où vous voyez cette tache orange, là il s'agit d'une chambre dans laquelle nous allons, au lieu de passer de nouveau en forage dirigé. Le forage dirigé sera dirigé, comme on dit, juste en suivant le tracé de la rue Rossignol et juste en dessous de celle-ci. Tout ça, ce sera donc invisible au moment même des travaux. Et puis, ceci est la raison pour laquelle, voilà, vous voyez là deux fermes, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons dû passer en forage dirigé à cet endroit-là, parce que l'espace pour ouvrir la chaussée à cet endroit-là était trop peu important. Ensuite, vous voyez à cet endroit-là, ici, que
on va à nouveau mettre la tranchée, la canalisation dans le champ. On remonte la prairie jusqu'au prochain carrefour. Et à partir de cet endroit-là, on va remonter la rue de Courcelles. On voit qu'il y a très peu d'habitations. Et à hauteur de la rue du Culot, avant de s'engager dans la rue du Culot, on prend la rue de Nivelles. La rue de Nivelles est une rue peu fréquentée qui est pratiquement devenue un chemin de champ, qui d'ailleurs se prolonge après par un chemin supplémentaire, le chemin numéro 13, jusqu'au moment où vous voyez dans le haut du dessin à gauche une parcelle de terrain qui doit être protégée parce qu'il y a une convention nature sur cette parcelle, et donc on fait le contournement de cette parcelle avant de rejoindre le canal que vous voyez déjà sur la droite en haut de votre écran, par la rue Bernimont. La rue de Bernimont, on évite le quartier du Mont d'Elchive parce qu'on doit pouvoir s'écarter à nouveau afin de faire le tracé en forage dirigé, en dessous cette fois-ci de nouveau donc du canal, du chemin de fer, du Ravel, et on arrive à ce moment-là de l'autre côté du canal à la rue Launois. Alors, on a un petit hameau qui est le hameau de la rue du Launois. Celui-là, juste avant, il y a, on ne le voit pas très bien ici, très distinctement, mais il y a déjà actuellement une ligne 70 000 volts qui part du poste de Courcelles et qui va en direction de Nivelles. Et donc, on va alors installer donc, la ligne, donc le câble souterrain en parallèle de cette ligne aérienne existante. On va enterrer donc ce câble en parallèle. On va passer le chemin du Fichot et puis on va arriver au poste de Courcelles où là on va se connecter aux nouvelles baies de raccordement du câble. Voilà, donc ça c'était effectivement la représentation visuelle rue par rue du tracé. Alors, ce tracé, quand on le voit au départ, ce qu'on peut être la caractéristique, c'est que au départ, il est dans le zoning industriel, et puis très rapidement, il est dans des zones, j'allais dire, très peu habitées, et donc souvent des chemins agricoles, des chemins de champs, voire des champs. Bien sûr, nous avons analysé toute une série d'alternatives pour voir s'il n'y avait pas donc une alternative meilleure à ce tracé. Comme je vous l'ai dit, il y avait deux axes au moins que nous devions ou que nous souhaitions analyser. Au sortir du zoning industriel, il y a au moins la partie en verte, ce sont les deux traits qui se trouvent de part et d'autre du canal. Et l'idée était de pouvoir éventuellement placer le câble soit au nord, soit au sud de ce canal, puisque de part et d'autre, il y a le Ravel, et que donc on pouvait imaginer de mettre le câble, les câbles souterrains dans le Ravel. Le Ravel côté sud, donc dans le bas de la photo, il était inaccessible parce que déjà employé par une liaison d'Elia. Il restait alors la liaison, le Ravel nord, donc au-dessus, le trait vert au-dessus, mais celui-là posait un problème sérieux au niveau de l'accès pour le chantier. Donc,
de part et d'autre, il n'y avait que sur l'ensemble des 5 km, il n'y avait que 2 points d'accès, dont un qui est la rue du Pont de l'Origine, qui est un tout petit pont qui accepte très mal le charroi très lourd d'un chantier. De plus, ce chantier-là devait permettre d'abattre une série d'arbres du bois de la Baumerie, ce qui était évidemment a priori exclu. Une autre alternative, il y a encore eu d'autres variantes, mais l'autre alternative que je souhaitais mettre ici en avant, parce que nous l'avons analysée très, très profondément, c'est celle par les grands axes de circulation. Donc d'abord la route Baccarat, donc c'est le tracé qui est ici représenté par la ligne en rose foncé, et donc qui suit les grands axes de circulation, la nationale 59 et ensuite l'autoroute. L'inconvénient de ce tracé-là, c'est qu'il comportait finalement plus de maisons d'habitation que le tracé que nous avons choisi, principalement, notamment au niveau de la sortie de Godardville et de l'entité de Godardville, avec toute une série de maisons qui se trouvent là, d'une manière ou d'une autre, à une distance qui n'aurait pas pu être respectée pour respecter le principe de précaution, c'est-à-dire la distance que nous souhaitons observer pour placer nos câbles par rapport aux habitations. Il y avait également la traversée ou la proximité du site Natura 2000 de la vallée du Piéton, et alors l'encombrement éventuellement aussi lors des travaux au niveau donc des différentes carrefours. Alors, ceci dit, la procédure qui est liée au projet de connexion, c'est une demande de permis d'urbanisme. La demande de permis d'urbanisme sera donc introduite sur base du tracé que nous avons montré, le tracé rouge dont on vient de voir les photos, et elle sera accompagnée d'une notice des évaluations des incidences en environnement. C'est une procédure évidemment classique de demande de permis, dans laquelle évidemment le 15 mai on introduira la demande de permis d'urbanisme, et puis vous aurez évidemment, comme dans toute demande, une possibilité de réagir via l'enquête publique qui se passera quelque part dans le courant du mois de juin probablement. Ensuite, il y aura évidemment une décision des autorités régionales, donc c'est le fonctionnaire délégué de la Wallonie, du service public wallon, qui interviendra et qui pour prendre la décision. Et puis, si tout se passe dans les délais, il y aura quelque part un démarrage des travaux dans le premier trimestre, donc 2022. Alors, donc, ce que nous avons réalisé ici, que nous avons dû réaliser ici, c'est une notice des évaluations des incidences environnementales. Donc, comme dans tout projet, lorsque Elia réussit à montrer un trajet, il doit le confronter aux différentes alternatives, et aussi on doit pouvoir évaluer d'un point de vue environnemental la qualité du tracé qui a été donc établi. Alors en ce qui concerne pour cela nous avons fait appel à un bureau agréé qui est le bureau d'études SGS qui est donc agréé par la région wallonne, et le tracé principal est confirmé et permet de s'adapter donc aux différents milieux traversés. C'est notamment le cas du fait que certaines difficultés telles que les canaux pour lesquels il faut traverser, on a pu les traverser grâce à des techniques de forage dirigé. Sur Senef, il y avait l'alternative du Ravel, j'en ai parlé, donc celle-là s'est révélée avec des difficultés au niveau de la mobilité. Sur Courcelles, tout à la fin, à l'approche du poste, il y avait le chemin du Fichot et une série de marronniers
à préserver. Donc là, ça fera l'objet évidemment d'une recommandation de la part de l'auteur d'étude. Et l'alternative nationale 58 et E42 nécessite des abattages et traverse de manière générale plus de zones d'habité. En matière de chantier, une attention particulière sera apportée à certains endroits du tracé, notamment le cas de la rue, près du bois de la Baumerie, mais l'étude donc constate que on reste hors vraiment du périmètre de ce bois et qu'on ne doit pas abattre donc des arbres pour pouvoir faire le projet. Alors, au niveau mobilité, une étude du plan de mobilité, bien évidemment, comme dans tous nos projets, devra être conduite et encore réalisée, et notamment parce qu'un chantier emporte toujours un certain nombre un charroi avec des engins assez lourds, et donc il sera nécessaire d'avoir un plan de circulation à certains endroits. Mais de toute façon, dans tous les cas, l'accès aux habitations ainsi que donc aux entreprises du zoning sera garanti, sans oublier évidemment l'accès aux différentes donc fermes et exploitations agricoles. J'ai parlé tantôt d'un chemin agricole, il faudra évidemment être en accord avec les exploitants agricoles pour qu'on fasse les travaux sans les empêcher d'aller au champ. En ce qui concerne la faune et la flore, la plupart des milieux sont déjà exploités ou artificialisés, donc on est dans des champs, on est dans un zoning industriel, on est dans des routes, et donc la plupart du temps, ces milieux ne sont pas des milieux naturels à l'état simple. Bien sûr, évidemment, on aura à respecter la période de nidification, donc entre le 1er avril et le 31 juillet pour l'exécution du chantier. Quant à la population, c'est là, dans ce chapitre-là de l'étude, que l'on examine l'influence des champs magnétiques sur donc l'humain. Je parle d'humain, je parle donc des habitations bien évidemment, mais également des animaux de manière générale. Et donc, l'étude constate que nous respectons donc partout des niveaux donc de référence qui sont donc recommandés par les instances internationales. Le tracé donc utilise des techniques et grâce à l'éloignement par rapport aux habitations, nous rencontrons pleinement les impératifs du principe de précaution. Nous prenons donc toutes les précautions nécessaires. Ceci a été donc confirmé d'ailleurs par l'ICEP, donc qui est l'Institut scientifique de service public. Donc c'est un institut wallon qui vient donc faire des études pour justement tout ce qui est le champ d'induction magnétique, donc le champ magnétique causé par nos installations. Donc il est impératif pour nous évidemment de préserver et de faire un maximum d'efforts pour positionner convenablement nos installations par rapport aux habitations. Et on voit ici de manière générale que la conclusion, c'est que à 7 mètres de distance par rapport au bâtiment, on est dans des zones et dans des limites de champs qui sont véritablement très très basses. Vraiment, donc on parle de 0,4 microtesla dès qu'on a 7 mètres de distance par rapport à des habitations et par rapport à des bâtiments. Merci Christian. Alors on va maintenant passer à la partie chantier, et donc ça c'est Jürgen qui va vous expliquer les différentes techniques qui seront utilisées. Comme a expliqué mon collègue Christian, pour réaliser cette liaison souterraine, il faut qu'on sache poser ce câble, donc il faut créer des chemins. Pour ça, il y a 2 méthodes de travail qu'on a envisagées. Première méthode est l'excavation pour créer des tranchées ouvertes, comme vous voyez sur le schéma.
sont des tranchées ouvertes à une profondeur de 1,60 m dans le domaine public, ce qui est voirie, et avec une largeur de 1,70 m à 2 m plus ou moins, ce qui nous permet de poser les deux ternes, donc deux circuits de câbles pour cette liaison. Ce qu'on respecte avec cette pose, c'est la distance de 7 mètres minimum des habitations par mesure de précaution. Comme vous voyez, ce sont quelques photos de réalisation des tranchées ouvertes avec le blindage et les protections des parois pour stabiliser des accès. Donc, ce que vous voyez, c'est que tout ce qui est en voirie, on doit, dans une première étape, enlever les couches supérieures. Donc, on doit casser la réfection. Et pour ce qui est en domaine privé, en traversant les champs, les prairies et les cultures, il faut qu'on enlève d'abord tout ce qui est les couches ou les terres arables. Et ensuite, on peut continuer avec l'excavation des terres, ce qu'on appelle de type B et type C, qui sont tous stockés sur des tas séparés pour bien distinguer les terres arables qui sont la source de production des agriculteurs. Une deuxième méthode de travail pour réaliser des chemins pour poser notre câble, c'est par forage dirigé. C'est une technique qui nous permet de passer certains obstacles, comme vous avez vu sur le tracé, un canal qui est bien évident, on ne sait pas ouvrir le canal pour passer notre câble, pour passer en dessous une zone boisée, ce qui nous permet d'éviter de déboiser, et aussi pour croiser une ligne de chemin de fer. On utilise ce type de réalisation aussi en voirie pour traverser des rues, pour garantir la mobilité, et aussi il y a des zones ou des rues très étroites où c'est presque pas envisageable d'ouvrir la tranchée pour garantir la mobilité et les accès des riverains. Ce forage dirigé nous permet aussi de limiter les impacts sur la faune et la flore. Comme a dit mon collègue Christian aussi, le tracé en total fait 11 km plus ou moins. Donc bien évident qu'on ne peut pas tout réaliser en une seule fois. Donc on a prévu de couper ce tracé en 15 tronçons de plus ou moins 800 mètres. Ça varie un peu en fonction de l'emplacement des puits de jonction. Les puits de jonction qui nous permettent de relier les câbles de deux tronçons consécutifs. On a essayé d'intégrer un maximum les puits de jonction dans le paysage et pour ça, on a prévu une haie vive, verte, avec des matériaux de la région et aussi pour protéger les accès, ou pour éviter les accès des animaux et des gens. On prévoit aussi une clôture autour de cette haie. Il y a deux puits de jonction, deux coffrets en béton que vous voyez, ce sont des carrés un peu marron. Ils dépassent de 15 à 20 cm du sol, mais comme la haie fait plus ou moins 1 mètre de hauteur, les coffrets en béton ne seront presque pas visibles de la rue. Merci Jürgen. Alors maintenant, avant de passer à la partie questions-réponses, je vous propose de revenir sur les outils de communication qui seront mis à votre disposition tout au long du projet. Donc, outre cette session d'information qui est tout à fait informelle et qui vient vraiment en amont de la procédure pour vous présenter le projet qu'on va soumettre afin de demander une demande de permis d'urbanisme, on a mis en place différents outils. Le premier, c'est une page sur notre site internet que vous pouvez retrouver donc sur elia.be. Et sur laquelle on va vraiment mettre toutes les informations. Donc, je vous parlerai aussi d'une brochure, la vidéo de ce soir, mais aussi d'autres informations qui viendront au fur et à mesure du projet. Donc, on mettra toutes ces informations-là sur la page internet du site d'Elia. Comme je vous le disais, on a rédigé une brochure d'information sur le projet qui reprend en fait chaque pan du projet comme on vous l'a présenté ce soir. Cette brochure est disponible en PDF
Elle est également disponible en version papier dans les administrations communales qui sont concernées par le projet. Et si vous le souhaitez, vous pouvez directement nous demander une version papier avec vos coordonnées postales et donc on peut vous envoyer directement une version papier par voie postale. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura vraiment tout au long du projet le numéro vert gratuit, donc le 0800 18 002 et l'adresse mail riverain@telia.be qui seront vraiment disponibles à n'importe quel moment du projet pour le numéro de téléphone pendant les heures de bureau. Mais donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, même par la suite, de revenir vers ces numéros ou ces canaux. On peut également vous proposer de vous inscrire à notre newsletter. Comme ça, fatalement, à chaque fois qu'on passera une nouvelle étape du projet, on vous enverra une petite newsletter qui vous informe de la nouvelle étape qui a été franchie. L'objectif de cette communication, c'est aussi de la continuer pendant la phase chantier. Et donc, bien entendu, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle étape, on mettra des nouveaux outils à votre disposition. Alors maintenant, on arrive à la partie questions-réponses. Donc, notre équipe qui se trouve en régie a recueilli l'ensemble de vos questions. La boîte de dialogue qui se trouve à droite de votre écran va rester encore ouverte pendant plusieurs dizaines de minutes. Donc, vous pourrez encore poser quelques questions. On va reprendre ici les questions par thématique. Et ensuite, on reprendra les dernières petites questions qui seront venues pendant la partie questions-réponses. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais c'est des questions qui sont vraiment précises concernant un point vraiment très particulier, alors ce qu'on vous propose, c'est de laisser vos coordonnées dans le chat ou alors de nous rappeler via le 0800 ou nous envoyer un mail avec la question vraiment particulière. Alors, la première question, c'est une question relativement générale et finalement assez concrète, mais qui est plutôt pour Laurent. Donc la question, c'est de savoir concrètement quel est l'intérêt de ce projet pour les citoyens. Voilà, donc ce projet pour les citoyens, il permet à la fois, enfin il permet principalement d'assurer d'avoir plus de production sur le réseau belge, et donc pour les 11 millions d'habitants, d'avoir des besoins en électricité qui seront plus facilement remplis. Merci Laurent. Alors, il y a une autre question qui est également pour toi, et en effet, ça va être important de préciser, c'est la distinction entre le raccordement de la centrale au réseau au poste de Courcelles et le projet Boucle du Hainaut. Donc, si tu pouvais bien réexpliquer pourquoi c'est des projets qui sont totalement distincts et qui ont des objectifs différents. Voilà. Donc, déjà, technologiquement, les projets sont tout à fait différents. Boucle du Hainaut, c'est un projet qui est de plus 6 gigawatts ou 6000 mégawatts. Ici, on parle d'un projet beaucoup moins important. On parle d'un projet, un raccordement de 870 mégawatts. Le projet Boucle du Hainaut, c'est vraiment un projet qui vise à la colonne vertébrale du réseau électrique belge. Ici, le projet dont on parle, le raccordement de la centrale, c'est un projet qui sera uniquement dédié au raccordement de la centrale. Donc, il participera pas, il fera pas partie intégrante du réseau électrique belge. Il ne va pas permettre de transporter l'électricité d'un point à un autre du réseau. C'est vraiment juste pour le raccordement de la centrale sur le réseau. Et ensuite, les timings sont tout à fait différents. Donc, Boucle du Hainaut, on est sur un horizon plus éloigné, 2028, je pense. Et ici, le projet de raccordement, il vise 2024-2025, des besoins de cet horizon de temps-là. Merci Laurent. Alors ensuite, on a une question concernant le tracé. Ça, ce sera peut-être plutôt pour toi, Christian. Et donc, on a une personne qui nous demande si le tracé qui a été proposé, et donc on a vu en vidéo, était un tracé qui était définitif. Oui, donc le tracé tel qu'il vous a été présenté, effectivement, celui qui se retrouvera dans la demande de permis d'urbanisme, accompagné de son étude d'incidence en environnement. Il a déjà fait évidemment l'objet de différentes alternatives. Bien évidemment, il y a tout à fait le jeu des avis des différentes administrations qui seront sollicitées par les autorités sur ce tracé. Et voilà, donc c'est un tracé qui est effectivement définitif. Merci Christian. Alors ensuite, on a une question plutôt, je veux dire, technique pour toi, Laurent. Donc on a vu ici le tracé qui partait de la centrale vers le réseau.
mais donc, tu peux peut-être revenir sur le fait que c'est vraiment un raccordement, que l'électricité va dans les deux sens. Et donc, parce qu'on a une question qui demande, on a vu un seul tracé, mais donc c'est bien l'électricité qui va dans les deux sens. Tu peux peut-être réexpliquer ce point-là? Je ne suis pas sûr de comprendre bien la question, justement. Alors, donc on montre le tracé qui part de la centrale de Ballywind au poste de Courcelles. Donc la question est de savoir s'il y a un tracé qui part de Courcelles pour aller vers la centrale. Donc, je pense que techniquement, c'est pas nécessaire. Il n'y a qu'un seul câble entre les. Enfin, il n'y a qu'une seule liaison. La liaison est une liaison de la centrale vers le poste de Courcelles. Et le but principal, c'est que ce soit la centrale qui injecte de l'électricité sur le réseau de transport Elia via le poste de Courcelles. Ok, merci. Pour la personne qui a posé cette question-là, si la réponse n'est pas adéquate, c'est pas exactement la question que vous posiez, n'hésitez pas à remettre dans le chat la question plus précise. Malheureusement, cette session d'information en ligne est un peu moins interactive et efficace qu'une vraie séance en présentiel, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas exactement la réponse à votre question. En tout cas, de notre côté, on fait vraiment le maximum. Alors ensuite, on a une question qui concerne donc la technologie. Alors c'est vrai qu'on parle souvent donc d'une double liaison de 380 kV. Est-ce que Laurent, tu peux peut-être réexpliquer donc les deux termes et comment ça se fait qu'on parle de 2 fois 380? Oui, donc en fait, vu la puissance qui est demandée, donc de 870 MW, une seule liaison, donc un seul câble n'est pas capable de transporter cette puissance-là. Donc on en prévoit deux. Simplement. Donc, voilà. Merci. Ça permet juste de permettre le transport de cette puissance. Merci. Et à mon avis, une autre question encore pour toi. C'est pourquoi est-ce que la solution qui est proposée par Elia dans le cadre du projet Ballywind, c'est une liaison souterraine, alors qu'on sait que dans d'autres projets, notamment Boucle du Hainaut, Elia propose une solution aérienne? Voilà, donc la réponse c'est un peu la même que celle que j'ai donnée juste avant. C'est vraiment la puissance qui est le point qui permet de choisir qu'est-ce qu'on veut utiliser comme type de technologie. Ici, pour des puissances de ce niveau-ci, donc 870 MW, on peut se permettre de poser des câbles. Et quand on fait référence à d'autres projets, par exemple Boucle du Hainaut, 6 gigawatts, ça en câble, c'est pas possible, en tout cas pas pour des trop grandes distances, ou alors ça a des impacts beaucoup plus importants. Merci. Alors ensuite, on a une question concernant la santé, donc ça sera certainement plutôt pour Christian. Et donc, on demande de revenir sur la distance de précaution par rapport aux maisons au niveau des champs électromagnétiques et donc de savoir si la distance de 7 mètres permet d'avoir cette valeur de précaution et d'appliquer ce principe de précaution. Oui, donc certainement. Donc là, d'abord, on peut dire que la santé des riverains est essentielle pour Elia. Donc c'est une responsabilité de mettre une installation, mais c'est aussi une responsabilité de savoir ce que cette installation peut avoir comme effet par rapport aux populations. Donc, c'est une chose que nous prenons très certainement au sérieux. Alors, en ce qui concerne les distances par rapport donc aux habitations, bien évidemment, lorsque nous faisons une nouvelle installation de ce type-là, on commence par calculer le niveau de champ qui est émis par nos installations et en fonction de ça, donc on prend non seulement on respecte évidemment les recommandations européennes, les recommandations internationales, nationales éventuelles, mais également donc on prend toutes les précautions nécessaires en prenant donc des distances par rapport aux habitations. Et ça, c'est vraiment le niveau donc de 7 mètres de distance qui a été donc, j'allais dire, confirmé, et vraiment un niveau qui va donner toute précaution à la santé des riverains. Peut-être préciser aussi que on a ici 7 mètres parce que ça a été calculé pour cette liaison-ci en souterrain. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est lors de chaque projet,
on ne peut pas dire que 7 mètres, c'est quelque chose de... C'est en fonction de la puissance transportée, en fonction de la localisation, en fonction du type d'installation, que chaque fois, il y a ces calculs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une notice qui a été faite et qu'il y a un institut public qui s'est penché pour confirmer cette distance. Merci Christian. Alors ensuite, on a une question sur la production nécessaire à injecter dans le réseau et donc en fait les besoins du projet. Donc Laurent, peut-être revenir sur le pourquoi du projet et très brièvement la raison enfin pas de cette centrale, mais en tout cas du raccordement de la centrale au réseau Elia. Donc, il avait été identifié un besoin, en tout cas en production d'électricité. Je pense que les derniers chiffres qu'on avait, c'était environ 3 giga 9, et il y a une autre étude qui doit encore confirmer un chiffre dans pas très longtemps. Mais on estime qu'il va y avoir besoin d'électricité à l'horizon 2025. Et donc, pour cela, le gouvernement prévoit de mettre en place un CRM qui a un mécanisme de rémunération pour mettre à disposition de la capacité, parce qu'on ne pense pas que le marché va répondre tout seul à cette demande. Et donc, dans ce cadre-là, Ballywind souhaite participer à cette enchère qui est prévue pour l'instant pour octobre de cette année. Et dans ce cadre-ci, a porté son projet de centrale et nous a demandé de porter le projet de pose de la liaison. Merci. Alors ensuite, on a des questions qui concernent le chantier à proprement parler, donc ce sera pour toi, Jürgen. Est-ce que tu peux refaire le point sur la profondeur des tranchées et à quelle profondeur sont installés les câbles? On nous demande également quelle est la longueur des tronçons des câbles qui sont installés. Et alors, si tu pouvais aussi revenir sur le fait qu'on n'ouvrait pas tout en même temps, mais qu'on faisait vraiment par tronçon. Pour revenir à la première question, la profondeur des tranchées en domaine public, donc tout ce qui est les voiries, ça sera à 1,60 m, le fond de la tranchée, sur une largeur de 2 mètres. En domaine privé, donc en traversant les champs, les prairies et les cultures, on a envisagé de passer à une profondeur de 1,85 m fond de la tranchée, à la même largeur de 1,70 m à 2 mètres, ce qui permet aux agriculteurs de toujours pouvoir travailler leur terrain, donc de ne pas avoir peur en exploitation. Pour ce qui est les longueurs, comme on a des contraintes techniques dans la production des câbles, on a étudié le tracé et le coupé en 15 tronçons qui ne sont pas toujours répartis avec une même longueur. Ça peut qu'on a 600 mètres ou qu'on a 800 mètres. Tout est un peu en fonction de l'environnement et de l'emplacement où on peut exactement mettre nos puits de jonction. Mais ce tracé ne va pas être réalisé en une seule fois. Le tout ou le but est d'ouvrir que 2 ou 3 maximum tronçons à la fois. Et tout est en concertation avec les communes, les services techniques, la police et bien sûr aussi en accord commun avec les exploitants, comme a dit mon collègue Christian, et avec les entreprises, surtout pour la partie du zoning, pour un peu garantir leurs accès et de permettre d'avoir une fluidité dans la mobilité des riverains. Merci Jürgen. Alors ensuite, on a de nouveau une question concernant la procédure. Donc la question, c'est de savoir si on a déjà le permis ou on en est dans la procédure. Donc Christian, ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur les étapes de la procédure. Mais ce qui est vraiment clair et ce qui doit vraiment être très clair pour vous, c'est qu'on n'a pas encore commencé la procédure. L'objectif de cette session d'information, c'est vraiment en amont de la procédure, donc bien avant de commencer la procédure, de pouvoir vous expliquer le projet, justement pour que quand on démarre la procédure, vous ayez en tête les différentes informations de celui-ci. Je te laisse peut-être, Christian, revenir sur les différentes étapes de la procédure. Oui. Donc, effectivement, donc, ce que nous avons fait jusqu'ici, ce sont toutes les études et toutes les analyses préparatoires à la dépose d'une demande de permis d'urbanisme. Et cette demande de permis d'urbanisme, donc, elle sera introduite dans les environs du 15 mai.
mais nous souhaitions donc pouvoir vous informer préalablement, puisque, donc, comme on l'a dit, il n'y avait pas de... il y aura une enquête évidemment publique qui va suivre au mois de juin, mais nous préférons avertir l'ensemble des riverains préalablement. Comme ça, le jour où les choses sont déposées auprès des autorités, j'allais dire, il n'y a plus de surprise, on sait exactement de quoi on parle. Et donc, l'introduction se fera le 15 mai. Ensuite, il y aura donc l'enquête publique, qui est une enquête classique avec 30 jours de possibilité de réaction. Puis, à l'intérieur du circuit administratif, bien évidemment, le fonctionnaire délégué consulte toute une série d'instances qui vont depuis l'administration qui s'occupe de la protection des monuments vers la protection donc, des zones agricoles, la protection des voiries, les routes, tous les impétrants. Et puis, une fois que l'ensemble de ces avis sont rentrés, le fonctionnaire délégué et aussi donc de l'avis de chacune des 4 communes concernées, bien évidemment. Une fois qu'il a l'ensemble de ces éléments, il prend une décision qui interviendrait ici dans le cas vers la fin donc, de décembre donc 2012. Mais donc on se trouve juste avant, j'allais dire 1 mois avant à peu près la demande de permis d'urbanisme. Merci Christian. Alors, une précision par rapport à la question qu'on nous a posée tout à l'heure, donc merci pour les précisions. Laurent, donc, pour revenir sur le câble donc, qui va de Ballywind au poste de Courcelles, la question c'était de savoir si le tracé de la boucle du Hainaut passait par Ballywind. Donc là, tu peux confirmer que c'est vraiment 2 projets séparés. En effet, on parle du poste de Courcelles, mais c'est vraiment tout à fait distinct. Oui, donc je ne pense pas qu'il y ait déjà un tracé de connu pour la boucle du Hainaut par contre, mais ici les projets sont totalement indépendants, donc il peut vraiment y en avoir un qui vient sans l'autre et l'autre qui vient sans le premier. Donc il n'y a pas de lien du tout entre les deux. Merci. Alors, on a une question, à mon avis, plutôt pour Christian. Est-ce que la présence des câbles ne va pas impacter la valeur du capital foncier ? Non, disons que c'est aussi une analyse que l'on fait, hein, donc comme on l'a dit, donc nous essayons dans tous les cas de poser nos installations. Ici, c'est le cas donc dans le domaine public le plus souvent. Donc le domaine public est le lieu par excellence dans lequel évidemment l'ensemble des impétrants se mettent, et c'est le cas donc de notre installation électrique. Lorsque l'on rentre évidemment dans un domaine privé tel qu'une prairie, tel qu'un champ, donc le câble, comme a dit mon collègue, est à une telle profondeur que voilà, il ne peut y avoir aucun impact ou aucune dévalue, notamment au niveau des cultures ou autres, puisque le câble est très profondément installé. Donc de cette manière-là, voilà, il n'y a pas, à mon sens, de dévaluation d'une propriété du fait du câble. Merci Christian. Alors, il nous reste une question dans le chat, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser, qu'on puisse y répondre, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Alors, la question, c'est de nouveau pour toi, Christian, concernant la procédure qu'il y a pour le moment du côté de Ballywind. Donc, on ne va pas trop s'avancer pour Ballywind, puisque ce sera à eux de répondre aux questions qui les concernent. Mais par contre, par rapport à notre procédure, à nous, qu'en est-il si les communes ou les riverains voulaient aller au Conseil d'État ? Donc ce sont 2 procédures différentes. Ici, donc Elia va introduire une demande de permis pour le câble et pour ce câble de raccordement. Nous avons été mandatés par la société Ballywind pour cette mission-là. C'est d'ailleurs le cadre, donc ça rentre dans le cadre des missions d'utilité publique d'un gestionnaire de réseau de transport. Donc nous allons nous introduire cette demande. La demande en tant que telle et les recours ou autres procédures qui se font contre l'aire centrale, c'est quelque chose qui sera géré par le porteur de projet, donc Ballywind. Et donc en tant que tel, ce sont 2 procédures qui sont différentes et nous
nous continuons donc dans la procédure, quoi. Et donc une autre question qui rebondit en fait sur cette première question, c'est de savoir si les travaux ne vont pas débuter tant qu'on n'a pas la certitude de la construction de la centrale TGV. Et donc ça, ce sera évidemment effectivement à celui qui nous donne la mission, donc c'est-à-dire Ballywind, de décider à quel moment on va commencer l'exécution du chantier. Bien évidemment, on a convenu avec eux, et ça se trouve d'ailleurs sur des diapositives que vous avez vues, que normalement le démarrage des travaux est prévu dans le premier trimestre 2022. Bien évidemment, à tout moment, c'est Ballywind qui décidera de l'exécution finale et donc l'exécution du chantier, bien évidemment. Merci Christian. Alors, nous n'avons plus de questions qui arrivent dans la boîte de dialogue. Donc, je vais arriver donc à la fin. Voilà. Alors, il reste encore une question peut-être. Dans les quelques minutes qui arrivent, indiquez si vous avez encore des questions, puis à un moment donné, on devra clôturer. Mais donc, n'hésitez pas à mettre vos questions. Et si par hasard, vous en avez par la suite, n'oubliez pas qu'on est toujours disponible. Mais la nouvelle question qui arrive, c'est de nouveau une question permis. C'est de savoir si le raccordement est refusé, que se passe-t-il? Est-ce qu'Ilia proposera un nouveau tracé? Bien évidemment, de toute façon, une décision, quelle qu'elle soit, c'est une décision qui doit être motivée. Donc le fonctionnaire délégué, évidemment, va examiner, comme je l'ai dit, l'ensemble des avis. Il s'agit de l'avis des communes, il s'agit de l'avis des citoyens, de l'avis de l'ensemble des administrations. Mais donc, objectivement, il faut évidemment que la décision de refus soit motivée. Ça, c'est un principe essentiel. Et en fonction de ça, on avisera à ce moment-là. Donc, on ne va pas préjuger, mais nous pensons sincèrement qu'avec l'ensemble des analyses, des alternatives qui ont été donc analysées dans ce dossier, nous disposons d'un dossier fort et que de toute façon, c'est un bon tracé, nous semble-t-il. Merci. Alors, il n'y a plus de questions, mais apparemment, il y a une personne qui nous remercie pour les explications qui sont apparemment claires. Donc, merci pour vos encouragements. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite, donc au niveau du 0800 ou via l'adresse mail. J'en profite aussi pour remercier mes collègues pour leurs explications et pour donc, les réponses qui ont été données. Merci aussi à vous pour votre présence. Avant de nous quitter, on va vous mettre un lien dans la boîte de dialogue. Si vous voulez bien prendre quelques minutes de votre temps, c'est un petit questionnaire qui nous permettra de voir si on a répondu à l'ensemble de vos questions et aussi de pouvoir faire évoluer notre communication. Ainsi, on a un peu votre ressenti et on peut faire évoluer la communication de l'ensemble des projets d'infrastructure chez Elia. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va vous être diffusé et à prendre quelques minutes. Donc on arrive ici maintenant à la fin, donc encore merci. Si vous avez des questions par la suite ou si vous voulez revoir cette présentation ou si vous voulez avoir la brochure, tout est sur notre site. Sinon, n'hésitez pas à reprendre les différents outils et canaux de communication qu'on met à votre disposition. Et puis avec l'ensemble de mes collègues, on vous souhaite une très bonne fin de soirée.